donc moi je suis Renaud Bastien, je viens de me faire embaucher au CNRS en tant que CR au Centre de recherche sur la cognition animale. Donc aujourd'hui je vais vous discuter un peu des recherches que je fais en réalité virtuelle. J'ai pas mal de trucs à discuter en fait. Et aussi je vais essayer de faire un truc qu'on fait très rarement en fait dans les comptes de chercheurs, qui est vraiment de discuter la technique. Et un peu les aspects ouverts et un peu à quoi ça ressemble pour de vrai pour des gens en fait qui savent pas faire, ce que ça veut dire de faire des trucs ouverts quoi. Donc voilà, donc moi je suis physicien dans ce labo, donc c'est un labo de biologiste. Et très clairement, les compétences pour ce genre de technique, par exemple ce qu'a montré Alex plus tôt, c'est pas les permanents qui vont les avoir. C'est-à-dire que les permanents vont être des biologistes et par exemple ils veulent faire une machine de réalité virtuelle. Donc moi à la base j'ai été embauché pour ça quoi. Donc en tant que physicien et plutôt en tant qu'informaticien même. Et donc c'est plutôt les précaires qui vont avoir ces compétences. Et donc c'est des compétences qui vont pas rester quoi. Donc je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble effectivement, de vous présenter la machine, les expériences, etc. Donc du coup, le problème de base, c'est le suivant. Donc je vais présenter un peu sur les mouvements collectifs, parce que c'est plutôt de là je viens. Mais en gros, ce que vous avez, c'est vous avez là vous avez des animaux, d'accord, qui se déplacent dans l'espace. Et ils interagissent les uns les autres, ils interagissent avec l'environnement, il se passe des trucs, vous voyez des formes qui apparaissent à grande échelle, etc. etc. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut analyser ce genre de système. Ça, c'est compliqué, il se passe plein de trucs, vous voulez avoir la position des individus, vous voulez savoir ce qui se passe. Et typiquement, dans ce cas-là, moi je suis intéressé par ce genre de système, parce que la forme du groupe, ce qui fait la cohésion du groupe, c'est la perception. Les individus se voient les uns les autres, ou alors ils perçoivent des courants hydrodynamiques ou je ne sais pas quoi, et c'est ça qui va créer la cohésion du groupe. Donc on peut faire des observations, mais si on veut aller un peu plus loin, eh ben, il va falloir un peu changer les systèmes qu'on fait. Quoi. Je ne peux pas mettre tous les oiseaux dans le labo, il va que je simplifie un peu. Donc voilà, donc ça c'est un film qui ne marche pas. Ah si, ça marche. Donc voilà, donc là voilà, donc, des poissons, donc l'idée est la même, il y a des trucs partout, il y a un requin, il y a des poissons partout. C'est le bordel, il se passe des trucs, comment est-ce qu'on fait pour essayer de comprendre comment est-ce que les individus interagissent entre eux. Donc du coup, ah ça marche, voilà. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie autant que possible. Quoi. Moi je suis physicien, donc c'est bien, on ramène un niveau un peu zéro. Donc on prend les poissons là, on les a mis dans un aquarium, il n'y a plus rien, c'est tout blanc. Et le seul environnement que vont avoir les poissons dans ce cas-là, c'est les autres poissons. Donc ça c'est pas mal. Maintenant on a un truc un peu bas niveau. Quoi. La question maintenant c'est un peu comment est-ce que je peux faire entre ce système dans le laboratoire où il n'y a plus rien, d'accord, et cet environnement ultra complexe dans lequel il y a plein de trucs qui se passent. Donc moi ce que je dis c'est pour faire le lien, et donc ce qui va nous intéresser et ce qui va, j'espère, l'idée c'est de développer ça, c'est avec la réalité virtuelle qui va nous permettre de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire on va pouvoir créer des environnements complexes, avec une complexité plus ou moins infinie sur la réalité virtuelle, comme dans le film Matrix, et du coup on va pouvoir contrôler exactement tout ce qui se passe dans l'expérience. Donc voilà. Alors la réalité virtuelle c'est quoi? Donc la définition du dictionnaire directement, la réalité virtuelle c'est un environnement artificiel dont on fait l'expérience au travers de stimuli sensoriels, donc la vision, le son, mais ça peut être des stimuli tactiles, ça peut être tout ce que vous voulez, qui est produit par un ordinateur et dans lequel les actions d'une personne va déterminer ce qui se passe dans l'environnement. D'accord? Donc il y a vraiment un aspect où, en gros, vous avez toutes vos perceptions qui sont immergées dans cet environnement virtuel, et quand vous bougez dedans, ça modifie l'environnement virtuel. C'est un jeu vidéo, quoi, pour faire simple, dans lequel vous êtes immergé directement par vos... Il y a une distinction à faire avec la réalité augmentée et la réalité mixte, que je vous donne ici juste parce que bon, c'est un peu pareil mais pas tout à fait. Donc ici c'est une version améliorée de la réalité qui est créée donc, par l'utilisation de la technologie pour overlay, pour superposer des informations digitales d'une image de quelque chose qui est vue au travers d'un device. Donc ça peut être le téléphone, ça peut être vos lunettes, et l'idée c'est vraiment que vous avez des objets réels, virtuels dans le monde réel. On peut partager ou non. Donc ici, je vais surtout parler de réalité virtuelle, et je vais potentiellement revenir là-dessus pour discuter un peu sur les aspects ouverts. Donc la base, donc, ici je vais parler que de vision. Alors on est bon pour deux trucs sur la réalité virtuelle, c'est la vision et le son. Voilà. Donc le son, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais juste parler de la vision. Donc la base, c'est une illusion qui s'appelle l'anamorphose. Donc ici, c'est une peinture de Félix Sedarini, et l'idée, c'est qu'il a peint une grille, là, comme ça. Là. Si vous n'êtes pas au bon endroit, bon, vous voyez cette grille, ça ne vous parle pas beaucoup. Si vous êtes exactement au bon point de vue, vous avez l'impression qu'il y a une grille qui flotte dans l'espace. Donc l'idée de l'anamorphose, ça va être de projeter des images qui, pour le point de vue d'un observateur, vont être justes.
D'accord? Donc ça marche que pour un seul point de vue. Maintenant, pour qu'on ait la réalité virtuelle, eh ben, il faut que ce soit un peu dynamique. Donc ici, là, c'est... I'm going to show you what it looks like without head tracking, which is what displays normally look like. You can see that although it's a picture of... Là, vous avez... On va reprendre. Donc là, l'idée, c'est... Donc c'est beaucoup de racks. Donc, First, I'm going to show you what it looks like without head tracking, which is what displays normally look like. You can see that although it's a picture of a 3D room, the image looks very two-dimensional and bound to the surface of the TV. il utilise ça pour traquer le mouvement de la caméra. Now with head tracking turned on, the TV actually looks like the entrance to a real room. Just like in real life, by moving our head around, we can look behind objects. And if you look really closely, some targets actually appear to be floating out in front of the screen, reaching into the real world. If we get closer to the screen, we get closer to the objects, and we can even get behind the ones floating in front of the screen. Avec une projection unique. Donc pour la réalité virtuelle, ce que vous avez peut-être en tête, parce que c'est à la mode en ce moment, c'est plutôt les casques de réalité virtuelle. Donc, c'est des technologies qui ne sont pas si récentes que ça en fait. C'est-à-dire le premier casque, c'est les années 60, les premiers casques comment dire, pour grand public, c'est les années 90. So here we are going into virtual space, and here I want to show you a little application where we've got a car engine. As with most VR systems, Waldron's uses stereoscopic images projected onto tiny screens inside the viewer's helmet. A powerful computer then generates the graphics and sounds needed to convince the viewer he's in another world. The illusion is completed when motion sensors in Waldron's glove and helmet allow him to begin interacting with whatever he sees. What I can do is, as you can see, freely move the articles all around anywhere I like in space. Now, on a conventional computer, this would take an awful long time. Here in the virtual world, you just pick them up and move them around. Et donc on peut l'avoir pour les gens. Pour les animaux, on n'a pas des milliards pour ça, quoi. Donc on va falloir qu'on trouve des moyens pour que ça puisse se développer. Donc, je vous présente ça juste rapidement. Je suis même pas sûr d'avoir complètement besoin. Je vais présenter beaucoup d'informations. Du coup, là, c'est juste pour me présenter la projection du champ visuel. Donc, vous avez un groupe d'individus ici. Et là, je regarde l'individu en rouge. Toute l'information qui est contenue dans son champ visuel, c'est tous les photons qui vont arriver sur cet individu. Voilà, c'est ça. Et donc, toute cette information, elle est contenue dans ce que j'appelle la projection du champ visuel, qui est une image sphérique de tous les photons qui arrivent. Donc là, j'en ai une vision un peu plus, peut-être un peu plus simple, j'espère. En gros, j'ai samplé des sphères sur une sphère, avec la couleur qui va de gauche à droite. Et ici, vous avez la projection. Donc ici, c'est devant, là, c'est derrière. Ici, c'est gauche, ici, c'est droite. Là, c'est en haut, là, c'est en bas. Donc en gros, ce qu'on fait dans la réalité virtuelle, c'est on va reprojeter ça à l'individu pour que ce soit correct pour sa position. Donc un système de réalité virtuelle, du coup, c'est quoi? C'est vous avez un environnement dynamique qui est géré par l'ordinateur. Vous récupérez la projection du champ visuel, vous l'envoyez dans un système de réalité virtuelle. Donc là, c'est pour les poissons, je vous décris après. Le poisson va bouger, ça update l'environnement dynamique, et vous continuez comme ça. Vous pouvez soit l'envoyer d'ailleurs sur la réalité virtuelle, soit sur un modèle. Voilà. Bon, il y a un lien entre les simulations numériques et la réalité virtuelle, je vais vous épargner ça aujourd'hui. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment est-ce que les apparences vont changer les comportements. Voilà. Donc, c'est une approche intégrative complète, blablabla. Et ce que je veux, moi, c'est faire des expériences en réalité virtuelle où je vais identifier des motifs comportementaux en faisant des perturbations contrôlées. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Et aussi, au niveau des systèmes ouverts, blablabla, c'est vraiment, il faut que ce soit démocratisé. C'est-à-dire, s'il n'y a que moi qui le fais, ou on est 3 labos pour le faire, et on reste un peu, alors là je parle d'expérience, on reste un peu genre, non, on veut faire ce type d'expérience et pas d'autres, on va pas aller très loin, quoi. Sachant que ça c'est une machine versatile, quoi. On peut faire tout et n'importe quoi. Donc il faut que ça se diffuse. Donc voilà, donc ça c'est le système sur lequel j'ai travaillé quand j'étais à Constance, qui a été développé principalement dans le labo d'Andrew Stroh, qui maintenant est à Freiburg. Andrew Stroh, à la base, il me semble que c'est un neuroscientifique et qui a développé des compétences en informatique. Et c'est pas un informaticien non plus, donc il a fallu développer tout ça. Ça a principalement été développé avec 2 autres précaires. Voilà. Donc il y a John Stower qui était un postdoc dans le labo, qui était informaticien, et Max Hofbauer qui était un technicien en biologie.
et qui sont responsables de ça et qui ont créé une boîte pour nous vendre les systèmes. Parce que c'est quand même plus facile de les acheter. Mais du coup, ça c'est le papier, et donc la machine ressemble à ça. Vous avez un bol dans lequel vous mettez un poisson, vous projetez des images sur le bol, okay, et vous avez 4 caméras pour traquer la position du poisson en 3D. Et vous avez tout un système d'éclairage infrarouge pour que vous puissiez voir le poisson. Les contraintes que vous avez là-dessus, elles sont assez grandes en fait. C'est-à-dire, il faut que le système aille aussi vite que possible. Donc le tracking doit être en temps réel. On ne peut pas le faire après. Il faut que ça aille aussi vite que possible. Il faut que vous projetez les images aussi vite que possible. Parce qu'il faut que l'illusion, elle marche. Donc si votre système ne marche pas très bien, l'illusion ne va pas marcher super. Et ça doit marcher en 3D, votre illusion de l'espace. Donc voilà, donc, une schématisation, ça ressemble un peu à ça, d'accord? Donc vous projetez les images sur le bol, vous devez modifier votre environnement 3D et avoir un tracking en temps réel. Donc en gros, tous les systèmes de réalité virtuelle, ils vont ressembler à ça, d'accord? Vous avez un système de tracking 3D, à partir d'une caméra 3D ou de multicaméras, d'accord? Vous updatez le modèle de l'environnement, vous calculez la projection de l'environnement virtuel et vous le remettez sur un projecteur. Donc en gros, si vous voulez construire un système de réalité virtuelle, vous avez 2 trucs à faire. Vous avez besoin d'un tracking 3D et d'un projecteur. Ce qui concerne l'update du monde, ça consiste à faire des simulations numériques en temps réel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on est tous d'accord. Alors on va tous accepter le fait qu'on peut le faire de manière ouverte, avec Python, avec ce que vous voulez. C'est un peu chiant, mais ce n'est pas là où on va avoir des problèmes. C'est plutôt sur la partie hardware que va y avoir des problèmes. Donc voilà. Donc, le système que Andrew Stroh, John Stower et Max Hofer ils avaient développé, c'est un système de multi-caméra qui s'appelle BRED. Donc vous avez, on revient là-dessus, là, vous avez des éclairages infrarouges pour pouvoir suivre la position des poissons. Il y a plusieurs trucs qui se passent avec ça. La première, c'est que c'est l'enfer à calibrer. C'est vraiment genre, ça prend des jours, un biologiste qui ne sait pas comment ça marche, il ne peut pas calibrer le système. Enfin, c'est vraiment difficile, quoi. Vous avez 4 points de vue qui sont différents, qui font illuminer de manière contrôlée la même. Alors, si vous avez fait de l'image, c'est l'enfer. En plus, c'est l'infrarouge, c'est pas cool. Et le problème que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas dire « Ah, mais c'est pas grave, je vais le faire en machine learning, machin, après. » Il faut que ça marche en temps réel. Donc, il faut que ce soit aussi simple que possible. Et vous n'avez pas de correspondance différente entre la projection et le tracking. Parce que votre projection est dans l'espace réel, d'accord? Le bol, vous ne savez pas où il est dans votre système, et votre tracking est dans l'infrarouge. Donc vous avez aussi tout un tas de hacks à faire pour pouvoir le faire à l'endroit. Donc là, c'est typiquement tout le système, là, à l'heure actuelle, vous avez tout ça, ça c'est ouvert, d'accord? C'est sur GitHub, il y a de la documentation, si vous voulez, qui n'est pas excellente et de ça, quoi. Maintenant, si demain, vous voulez démarrer votre système, vous n'allez pas y arriver. Voilà. Pour les raisons que je vous ai dit. Donc on s'est dit, ben, on va essayer de simplifier. Donc on va essayer de simplifier, on s'est dit, ben, on va utiliser des caméras 3D. Donc avant de parler d'AliExpress, moi j'achète des Kinect sur Cache Express. Donc ça c'est une RealSense. Alors on l'utilise pour différentes raisons. C'est parce que c'est une caméra stéréoscopique. D'accord. Il y a un système de projection laser qui vous permet de récupérer des surfaces très très bien. Donc ça n'a pas marché dans l'eau, mais ça a marché pour le bol. Et vous avez aussi la caméra RGB qui est calibrée avec les caméras infrarouges. Donc ça, c'est votre carte de profondeur. Donc vous avez l'image en 3D ici. Et ça vous le donne direct. Donc c'est pratique. Hein. Elle est calibrée en usine, vous la sortez, ça marche. On était super content d'avoir acheté ça. Le bol, regardez, j'ai un super bol, donc à calibrer, c'est vachement bien. On regarde les données, donc là j'ai 2 poissons, hein. Normalement il n'y en a qu'un, mais j'en ai 2. Et donc vous voyez les images, on a réussi vachement bien à avoir des images avec l'infrarouge. On a réussi à avoir nos 2 poissons ici, et on dit bah vas-y, ça c'est facile à craquer là. Enfin, j'ai que 2 poissons. Ça ne marche pas pour une raison qui est, on n'a pas le contrôle sur la caméra, d'accord, on a acheté la caméra. La caméra elle n'est pas exactement faite pour des objets de cette taille, et donc en fait les profondeurs elles vont être mesurées par palier. Donc on n'a pas les positions réelles. Donc là, il y a encore des problèmes à résoudre de ce point de vue-là, parce que ça paraissait super, là, c'est bon. On va pouvoir le faire, on va pouvoir commencer à les diffuser, tout ça. Donc on a des problèmes de ce type-là, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas contrôler toute la chaîne. Et puis au final, on n'est pas un labo d'informaticien qui est en train de développer des caméras 3D, quoi. On est un labo de biologie où en fait ces compétences n'existent pas, quoi. Donc voilà. Bref, ça c'est pour vous dire où on en est à l'heure actuelle. On essaie encore de trouver une solution pour pouvoir démocratiser ça. Et ça, c'est l'aspect tracking. Donc, voilà. Donc, si vous savez faire des tracking 3D en temps réel, n'hésitez pas à me contacter. On est très très intéressés. La deuxième partie, ça va être la projection.
Et donc pour la projection, en gros, c'est un jeu vidéo. Donc il y a des moteurs de jeux vidéo, ça c'est pratique. À l'époque, le système là, en Androstros, s'est développé sur OpenSceneGraph. Donc OpenSceneGraph, donc si vous connaissez le jeu vidéo, vous ne connaissez pas OpenSceneGraph, en gros c'est ce qu'ils utilisent pour faire du rendu 3D dans les simulations au CEA. Quoi. Donc c'est un peu austère. Quoi. La communauté n'est pas très grande, c'est pas orienté pour le jeu vidéo, c'est pas cool. Quoi. Donc voilà, donc du coup, ça est difficile d'utiliser ça, c'est-à-dire s'il faut former des étudiants qui ne sont pas des informaticiens, on va galérer parce que même nous on ne sait pas le faire. Donc du coup, on utilise les moteurs de jeux vidéo. Donc il y a Godot, qui est très bien, qui est open source. Il y a de plus en plus de ressources qui sont disponibles. Par contre, il y a des fonctions qui manquent. Quoi. Et quand vous regardez les fonctions qui manquent, vous allez sur Reddit, parce que c'est là où vous avez, et ben on vous dit, bon ben, peut-être un jour ça existera. Donc la communauté est quand même pas assez grande à l'heure actuelle pour faire tourner. D'accord ? Donc du coup, après, il y en a deux autres. Il y a Unity et le Unity Unreal Engine. Les deux sont fermés. Mais bon, bah, du coup, on fait ce qu'on peut. D'accord ? Alors, le système de licence d'Unity, il est chiant. C'est-à-dire, il faut payer, c'est pas gratuit pour le milieu académique. Il semblerait que plusieurs personnes ne payent pas les licences et font quand même de la science avec. C'est possible qu'on utilise ça aussi. Parce que c'est très, très, très pratique. C'est vraiment très, très, très pratique. C'est très, très simple de le faire marcher. C'est très très simple de l'adapter à plein de trucs. Il y a une communauté qui est très très grande derrière. Donc là, je suis désolé, c'est pas open source, c'est même pas gratuit, mais on l'utilise. L'Unreal Engine, il a un côté qui est bien, c'est qu'il est gratuit pour le milieu académique, et il est vraiment de très très haute qualité. Par contre, c'est l'enfer. C'est du C ultra bourrin, la documentation. Si vous n'êtes pas un professionnel de l'animation, vous n'allez pas y arriver. Quoi. Donc au final, ce qui se passe, c'est qu'on utilise Unity. Si on a de l'argent, on paye les licences. Si on n'a pas d'argent, voilà. Donc c'est un peu à ça que ça ressemble le milieu open dans le domaine. Quoi. Voilà. Donc bon, il me reste combien de temps là 5 minutes. Alors attends, je réfléchis. Je réfléchis. Bon, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Tac, tac, tac. Donc du coup, on essaye de faire plusieurs poissons ensemble. Donc on récupère le poisson. Voilà, donc ça c'était des larves de zébrafiche que j'avais regardé, d'accord. Donc on projette un autre faux poisson, et du coup ben, j'ai animé le poisson, on l'a scanné en 3D, et en fait c'était compliqué, donc en fait on a payé un artiste pour nous faire un rendu 3D propre. Et ensuite, en gros, ben, vous avez le poisson qui est là, d'accord. Votre poisson il est là, et ça c'est la projection du poisson virtuel, d'accord. Donc c'est énorme parce que c'est une projection, d'accord. Mais pour lui, en fait, il a l'impression que le poisson il est en train de bouger ici. Voilà, donc ça marche, comment ça marche, voilà. Donc c'est un peu chiant à mettre au point. L'idée c'est vraiment que ce soit plus simple à utiliser, que tout le monde puisse s'en servir. À l'époque on avait 4 systèmes, donc ce que j'appelais la fiche matrix, d'accord. Donc l'idée c'est que vous avez un poisson qui regarde un poisson virtuel, qui est en fait contrôlé par un poisson dans un autre bol, qui regarde un poisson virtuel et qui est contrôlé par le point de poisson. Donc on fait des points de poisson dans le monde virtuel. Il y a une raison à ça, outre le fait que c'est cool de faire la matrice, quoi. Du coup, il se comporte plus ou moins comme dans la vraie vie. Voilà. Il y a des raisons philosophiques qui fait qu'on ne peut pas dire beaucoup plus que ça. Voilà. Je vous épargne les détails de ce point de vue-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut aussi, donc de manière très simple, juste le mettre sur un cercle. Voilà. Et ils vont aussi interagir ensemble. L'idée, c'est vraiment sur les apparences. J'ai un poisson qui interagit avec un poisson. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si jamais maintenant mon poisson est 2 fois plus grand, 4 fois plus grand, 2 fois plus petit, 4 fois plus petit. Voilà. Donc du coup, en fait, si vous mettez le poisson sur un cercle, donc je vous montre ça assez rapidement. Ce qui se passe là, c'est la distribution de la distance entre mon poisson réel et mon poisson virtuel. Et là, j'ai pour différentes tailles. Ce qu'il faut regarder, c'est les endroits où c'est brillant. Donc ce que vous voyez, c'est quand la taille grandit, ça a l'air de la distance entre mon poisson réel et mon poisson virtuel a l'air de monter. Quand la distance est plus faible, j'ai pas d'interaction, c'est-à-dire qu'il est un peu n'importe où. Donc là, il y a un zoom juste sur la moitié 2 fois, vous voyez une balle noire. Maintenant, l'avantage en fait de passer à la matrice, là, je suis sur là ça bouge en cercle, là c'est sur la matrice. Donc le contrôle du poisson est contrôlé par un vrai poisson. Maintenant, ce que vous voyez, c'est que vous avez une vraie belle courbe. Donc vous avez ça, et vous voyez toujours pas d'interaction de ce point de vue-là. Mais c'est vachement plus marqué. Voilà. Donc, moi, l'idée de ce que je fais, c'est identifier des continuités dans le comportement et des ruptures. Voilà, je vais un peu vite. Donc 4 poissons dans la matrice. Voilà, donc là ils sont tous dans des bols différents. Mais il faut un banc de poissons dans l'espace virtuel.
Regardez comme ils polarisent. Voilà, donc là, ils sont tous ensemble. Donc voilà, donc chez l'humain, le problème il est réglé grâce à Facebook, quoi. D'accord. Donc vous pouvez traquer les gens directement. Le système il n'est pas ouvert, mais c'est Android, donc vous pouvez coder tout ce que vous voulez et il vous donne ce que vous voulez. D'accord. Donc je serais ravi d'avoir une solution ouverte avec Raspberry Pi ou je sais pas quoi, mais bon là ils nous le donnent, donc c'est vrai, ils nous le donnent. Ils nous le vendent pour pas trop cher, mais du coup le problème il est réglé, quoi. Moi j'ai commencé avec des téléphones portables là, pour faire ce truc. Mais qui est vraiment aussi dans la logique de ce serait bien d'avoir des solutions ouvertes, mais en fait nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir des solutions pas chères et qui sont à peu près ouvertes, quoi. Voilà, donc là on va mettre des gens. Je fais les mêmes manips avec les gens, où je mets des gens juste avec un cube et je regarde ce qu'ils font. Et je veux juste finir là-dessus. Alors je veux finir sur deux trucs. Le premier c'est ça, d'accord. Donc vous vous rappelez, j'ai mon environnement dynamique. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, donc j'ai un environnement dynamique, d'accord. Donc là c'est juste des sphères, machin. Que soit j'envoie chaque objet sur une simulation numérique, d'accord. Donc si je regarde ça là comme ça, c'est juste une simulation numérique, d'accord. Donc je veux un serveur temps réel, d'accord, qui en fait c'est un serveur de jeux vidéo, hein. Si vous voulez c'est World of Warcraft, d'accord. Et donc c'est tout le temps la même interface, et ça, il y en a une partie, je peux l'envoyer sur des systèmes de réalité virtuelle, d'accord. Donc ça peut être des animaux, donc j'ai la vache, le poulet, le singe, le poisson, j'ai les gens, d'accord. Et j'update mon mouvement. Donc l'idée maintenant, ce que vous avez, c'est que là je suis en train d'essayer de développer un serveur de jeux vidéo, en fait pour ce genre de choses, qui est le même quels que soient les individus, d'accord, et dont la logique va être la même, et qui va être ouvert, voilà, vous le trouverez sur le GitHub à un moment. Il faut qu'on développe des systèmes de réalité virtuelle, mais ça c'est indépendant de la logique expérimentale. Voilà. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a ça, eh ben, on peut directement analyser les données en temps réel. D'accord. Et puis les balancer directement. Moi, le but, c'est vraiment de construire des bases de données automatisées. J'ai fait un individu, j'ai le même truc, j'ai mis un objet, 2 objets, 3 objets, ils font ci, ils font ça. J'ai toutes ces espèces et je vous balance directement la base de données. La question pour moi, au niveau des données, c'est la suivante, quoi. Quand est-ce que les données doivent être disponibles? Donc pour moi, la réponse, c'est la suivante, c'est dès qu'elles sont produites. En fait, il n'y a pas de raison d'attendre, quelque part. D'accord. C'est-à-dire, moi, je publie ça, je publie le système, je publie le protocole. D'accord. Et quelque part, moi, je suis théoricien. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des données. Mais je ne suis pas le seul à faire la théorie. On est plusieurs. Et donc, du coup, l'idée, pour moi, c'est, en fait, dès que c'est fini, en fait, il faut donner les données. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous le message ouvert. Et je finis juste là-dessus. Donc, vous avez entendu parler du métavers. D'accord. Et du coup, le métavers, à l'heure actuelle, c'est Facebook. Donc, le métavers, ce qu'on va vous vendre, parce que je suppose qu'ils ont des manières de le présenter, c'est ça, en fait. Donc ça, c'est un court-métrage de 2016, hyper réalité. Et donc du coup, l'idée, c'est la réalité augmentée. D'accord. C'est pas la réalité virtuelle qu'on essaie de vendre, c'est la réalité augmentée. D'accord. On va partager une couche de virtualité dans le monde réel. D'accord. Et donc là, vous voyez, vous avez des pubs partout, vous avez tout et n'importe quoi. L'idée de Facebook, c'est vraiment genre, si on est les premiers là-dessus, on va dominer cet espace virtuel. D'accord. Donc quelque part, pour moi, il y a vraiment aussi une question. Si on a des systèmes ouverts, donc avec les gens, avec les animaux, je ne sais pas quoi, qui nous permettent de faire des expérimentations à ce niveau-là, on peut aussi un peu critiquer ces trucs-là. Plutôt que d'être là avec Facebook et dire, regardez, c'est super. Et dire, non, ce qui serait bien, c'est ça ou autre chose. D'accord. Et donc, dans le métavers que moi je vais faire, où ce sera ouvert à tout ça, et ben, on aura des animaux et ce seront des vrais animaux. Voilà, je vais finir là-dessus. Merci.